Bon, alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette journée, cette célébration dans le cadre des 24 heures de sciences 2022. Un très grand plaisir de vous accueillir ce soir, de retrouver tous ces amis du CRM. On a d'ailleurs parmi nous le nouveau directeur du CRM, Octave Cornéa. Et il n'y a pas eu de conférence où vous étiez tous là depuis le début de 2020. Donc, c'est vraiment, on espère retrouver les amis du CRM. Le conférencier de ce soir, il devait d'ailleurs s'adresser à la communauté, à notre communauté du CRM le 13 mars 2020 et la conférence a été annulée à cause de la pandémie. Et Frédéric tenait beaucoup à vous rencontrer en personne et pas en mode virtuel. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le pari qu'aujourd'hui, dans le cadre des 24 heures de sciences, on pourrait être en présentiel. Frédéric, c'est quelqu'un Frédéric Gourdeau, qui est très connu sur la scène québécoise. Il a fait son doctorat à l'Université Cambridge en 1989. Et parcours un peu atypique, il est allé travailler en coopération internationale pendant 4 ans. Il a pari que peut-être il se trouverait un poste et il a été engagé à l'Université Laval ensuite. J'ai parlé avec lui, il me dit que son travail en coopération internationale a vraiment été important pour l'orientation de sa carrière. Frédéric a dirigé son département pendant plusieurs années. Il a été beaucoup au service de la communauté et il a beaucoup rassemblé. Il a travaillé avec tous les niveaux. Il a commencé par travailler beaucoup avec les gens en didactique, mettre ensemble les didacticiens des mathématiques et les mathématiciens. Il a dirigé le groupe canadien d'études en didactique des mathématiques de 2004 à 2008. Il a représenté la Société mathématique du Canada à la Commission internationale de l'enseignement mathématique pendant de nombreuses années. C'est lui qui a fondé l'Association québécoise des jeux mathématiques et il y a eu en 2019 21 000 participants partout au Québec. Donc, et je crois que les participants sont envoyés à l'international pour les finales. Oui, je pourrais en parler brièvement tantôt. Il organise la Semaine des mathématiques également, surtout à l'Université Laval. Et depuis 2018, il est président de l'Association mathématique du Québec. Cette association, elle regroupe des mathématiciens universitaires, beaucoup les professeurs du collégial. Dans le passé, elle intégrait également des enseignants ou des conseillers pédagogiques au primaire. Et c'était quelque chose qui tenait, à quoi Frédéric tenait beaucoup. Donc, il a remis sur pied ce volet. Et il y a de nouveau un volet primaire à l'Association mathématique du Québec. Frédéric Gourdeau, c'est également un enseignant exceptionnel. Donc, il s'est mérité plusieurs prix en enseignement, dont le prix 3M et le prix de la Société mathématique du Canada en enseignement en 2006. Il s'est également mérité le prix Adrien Pouliot de la Société mathématique du Canada. Alors ça, c'est plus pour des réalisations pour faire connaître les mathématiques auprès du public et des écoles. Quel effet a le mot mathématique sur vous? C'est le titre qu'il a annoncé pour sa conférence. J'imagine que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que ce mot a peut-être un effet sur vous. Alors, on va laisser Frédéric nous entretenir. Merci beaucoup, Christiane, pour cette présentation qui est un petit peu à m'entendre présenter. J'ai occupé des fonctions parce que j'aime ça travailler avec du monde. Puis, j'ai certains talents d'organisateur, donc je m'embarque dans les organisations, puis j'ai de la difficulté à dire non, donc je dis oui, puis je me retrouve à faire pas mal de choses, puis j'aime beaucoup ça. Alors, je continue. Quel effet a le mot mathématique sur vous? Je ne sais pas si pour vous, ça a la réaction que ça a pour le sourire de ce petit garçon-là, mais ça serait vraiment, vraiment le fun si quand on disait « Hey, on va faire des maths », puis votre réaction, ce serait « Wow! Des maths en classe ». Parler lors d'une grande conférence du CRM, c'est une invitation, quand je l'ai eue d'Yvan et de Christiane il y a plus de 2 ans. C'est une invitation qui me faisait évidemment très plaisir, puis en même temps, c'est un peu une invitation qui intimide. La liste des conférenciers qu'il y a eu ici est assez impressionnante et c'est avec toute modestie qu'on se dit « Ouf, je suis invité à donner une grande conférence au CRM ». Mais un nom qui me touchait particulièrement quand j'ai regardé la liste, celui de John Conway.
John Conway, qui adore les jeux mathématiques. J'ai eu la chance, quand j'étais à Cambridge, qu'il y soit encore. Et quand on pense à un aspect ludique des maths et quand on se pense au sein de la communauté mathématique, comment donner les lettres de noblesse aux jeux, on peut dire, ben, Conway, lui, il faisait des jeux puis regardez les maths fantastiques qu'il a faites. Et pour moi, dans mon parcours, ben, quand je regarde un peu ce que ça a été qui m'a interpellé, qui m'a apporté du plaisir, ben, pour moi, ça n'a pas été John Conway, ça a été le prof JC. Je ne sais pas combien connaissent le prof JC, mais le prof JC, il écrivait ça J-I-S-S-E. Son prénom était Jean-Claude, je crois. Il écrivait dans l'équivalent de la presse à Québec, qui était Le Soleil, et il y avait une énigme par semaine, puis on se frottait à ces énigmes-là, puis c'était les énigmes du professeur JC. C'est aussi quelques enseignants allumés qui m'ont posé des questions, puis challengé avec des choses qui sortaient un petit peu des sentiers battus. Alors aujourd'hui, de ce dont je vais parler, ben, je vais parler comme à deux niveaux. Je vais vouloir en faire, puis je vais vouloir en parler. Parler de c'est quoi faire ça, de la vulgarisation des maths de ce type-là, puis en faire aussi avec vous. Donc, je vais faire de la magie mathématique un petit peu, mais je vais aussi parler de pourquoi on fait de la magie mathématique. Quand je dis qui le fait, ben, c'est une réponse multiple. Donc, si je dis nous, en général, c'est pas parce que je pense que je fais partie de la royauté, c'est parce que c'est l'Association québécoise des jeux mathématiques qui fait beaucoup de ces choses-là. Donc, c'est un groupe de personnes, enseignantes du primaire, du secondaire, du collégial, qui graduellement sont venus à former l'Association québécoise des jeux mathématiques. C'est des étudiants qu'on engage, qui travaillent avec nous l'été, qui parfois continuent à travailler pendant 2, 3, 4 ans, qui vont monter des activités. Donc, c'est un nous qui est très collectif. Puis, dans certaines des choses que je vais mentionner, c'est aussi un nous qui inclut le projet Sciences et mathématiques en action. Donc, le projet Sciences et mathématiques en action qui a été mis sur pied par Jean-Marie de Coninck. Et il y a beaucoup de choses qu'on a fait aussi ensemble, moi et Jean-Marie, donc avec l'Association québécoise et SMAC. Donc, c'est un gros melting pot. Puis, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire ça, c'est SMAC, ça, c'est la QJM, ça, c'est moi dans une conférence. Mais ça tourne beaucoup autour de ces choses-là. De quoi il est question? Donc, quand je parle de faire des maths ludiques, qu'est-ce que je voudrais dire par faire des maths ludiques, faire des maths différentes? Bien, c'est de la magie mathématique qui va faire partie des mathématiques ludiques. C'est aussi de la résolution de problèmes et des défis mathématiques parce que faire des maths ludiques, ça ne veut pas dire ne pas réfléchir et ne pas se forcer. Ce n'est pas parce que quelque chose peut être stimulant ou ça peut être un défi intéressant à relever que c'est facile à faire. Mais ça veut aussi dire des spectacles de mathématiques, des pièces de théâtre mathématiques. C'est aussi le championnat des jeux mathématiques et logiques. Quand Christiane, tantôt, a parlé d'une participation de 21 000 personnes, c'était pour le championnat international des jeux mathématiques et logiques. Il y a quelques étapes, mais à la première, il y avait au-dessus de 20 000 participants. À l'automne 2019, on a eu une petite baisse pendant 2 ans. Vous savez pourquoi. On espère revenir vers ça l'année prochaine. On est à 10 500 participants cette année. OK, fait qu'on est en maths, on est là, puis on se dit, OK, on va faire des maths ludiques, on va faire des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que c'est important en maths, puis peut-être moins présent en biologie ludique, littérature ludique? Mais en maths, il y a des choses particulières. Puis pour répondre à pourquoi on fait ça, je vais commencer par passer la parole à un clown que je connais assez bien. Je suis parti de zéro, au début je comprenais pas trop une notion à la fois. S'additionnait en moi, je me sentais un peu moins, mais au fond je valais plus et j'étais divisé. Entre essayer et paniquer, j'ai fait ni une ni deux. Pour me concentrer un peu mieux, je me suis organisé. Mon chemin, je l'ai tracé, c'était toute une démarche. Mais je me rends compte que ça marche, je suis égal à moi-même. Et je peux faire face aux problèmes. 1, 2, 3, je peux compter sur moi. 1, 2, 3, tu peux compter sur toi. 1, 2, 3, je peux compter sur moi. 1, 2, 3, tu peux compter sur toi. Yo, allô, Monsieur 911, c'est pour signaler la disparition de mon courage. Vous êtes là? Yo? 1, 2, 3, je peux compter sur moi. 1, 2, 3, tu peux compter sur toi. 1, 2, 3, je peux compter sur moi. 1, 2, 3, tu peux compter sur toi. Charlie's in the house, y'all.
Alors, compte sur moi. Ça a été monté par l'équipe de Jean-Marie, Andréane Paquette et autres, la comédienne clownesque aussi. C'est un spectacle qui a été mis sur pied pour le premier cycle au primaire. Il a été mis sur pied comme la plupart des choses qu'on monte en allant travailler avec des enseignants ou des conseillers pédagogiques, dans ce cas-là des enseignants, en disant, OK, on va faire un spectacle de maths, puis de quoi on devrait parler? Qu'est-ce qui serait le plus utile? Puis ce qui est ressorti le plus, c'est l'anxiété face aux maths. Premier cycle du primaire. Première, deuxième année. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ça vient du milieu scolaire qui dit, ça serait vraiment le fun si vous nous aidiez à travailler sur cet aspect-là au premier cycle. Alors qu'au début, nous autres, on était plus, fin du primaire, secondaire, peut-être milieu du primaire. Puis de penser que l'anxiété est déjà présente là, ça nous dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui se passe. Puis les maths à l'école, c'est quelque chose qui est effectivement anxiogène, puis il y a des raisons un petit peu particulières. D'une part, c'est un sujet qui est lourd, qui est présent toutes les années, qui a vraiment une place importante dans le curriculum. On a vraiment des sujets très identifiés, mathématiques en est un, c'est là. C'est un outil de sélection. Ce n'est pas nécessairement un outil de sélection au Québec de la même manière que ça l'est à différents endroits, mais c'est clairement un outil de sélection. Si tu veux faire tel type de job, il faut que tu aies tes maths. On a beau faire toutes les réformes que l'on veut, les gens vont encore dire les maths fortes. Et c'est quand même ça qui va permettre de donner accès à certaines professions, puis pas donner accès à d'autres professions. Donc, les maths, c'est quelque chose qui est un outil de sélection. Et les jeunes grandissent dans une société où les émotions sont fortes. On est plusieurs profs de maths ici. Il y a peut-être des profs de maths à distance qui nous écoutent, puis il nous est tous arrivé dans des rencontres sociales de dire à quelqu'un, « Ah oui, qu'est-ce que tu fais, toi? » Des fois, on cherche à dire autre chose. Moi, des fois, je dis « Je suis enseignant. » De quoi? Ah, mais souvent, les gens vont réagir, puis ils vont réagir en disant « J'étais nul en maths. Ah, j'étais poche en maths. » Ou en admiration devant nous. Mais l'admiration devant nous, « Toi, t'es en maths. » veut aussi dire « Puis moi, j'étais nul. » Des fois, ils vont nous parler de tel prof était bon. Très souvent, de c'est la faute de tel prof si j'ai arrêté de comprendre en telle année. Mais ils ont des émotions. C'est vraiment, vraiment loadé. Et c'est senti apparemment dès le début du primaire, ces émotions-là. Quand on ne comprend pas en maths, j'ai des fois l'image d'être en surf sur une vague. Quand on comprend, c'est comme si la vague nous poussait. Puis quand on ne comprend pas, puis qu'on essaie de revenir sur la crête, c'est comme on essaie de s'agripper à quelque chose, mais c'est juste de l'air, puis on n'y arrive pas. On n'arrive pas à reprendre. Alors, c'est une langue étrangère pour plusieurs, même si on en sert pour communiquer, puis c'est très cumulatif. Si jamais, puis je ne veux pas galvauder les choses puis manquer de respect envers d'autres domaines, mais supposons qu'on séparait les contenus des cours d'histoire de manière très séparée entre telle époque ou telle autre, ou tel pays et tel autre, on pourrait très bien oublier entièrement ce qui s'est passé dans un certain sens pour un des pays, puis quand même pouvoir réussir à performer dans un autre aspect, dans une autre partie du curriculum. Ça n'a pas la même nature cumulative qui est aussi importante en mathématiques. Fait que je pense que quand on se préoccupe d'enseignement des maths, on s'en préoccupe pour ces raisons-là, entre autres. Il y a aussi le contraste hyper marqué avec ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. J'ai étudié en maths, je comprenais vite en maths. J'ai fait un doc en maths parce que ça venait facilement pour moi en partie. Mais le contraste, le temps qu'on a à mettre pour se préparer, pour travailler, ça peut être tellement différent d'un à l'autre. Et donc, le sentiment de ceux qui ne comprennent pas, en général, dans les maths scolaires, si tu ne comprends pas, tu l'as mal. Point. Tu ne l'as pas à peu près bon. Tu n'as pas eu la réponse, tu n'as pas eu la réponse, tu l'as mal. Dans les autres domaines, des fois, par exemple, si tu écris un texte, tu peux moins bien l'écrire, mais tu pourrais mieux l'écrire. Mais c'est vraiment un jugement tranché puis que les gens prennent très personnellement souvent. Autant positivement, je suis bon, que négativement, je suis poche. Donc, c'est vraiment, vraiment loadé. Puis pour plusieurs, c'est une accumulation d'expériences négatives. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'implique beaucoup avec ces affaires-là? Pour que les émotions positives qu'on a eues face aux maths, plusieurs d'entre nous, puis qu'on aimerait que d'autres aient, qu'elles soient vécues par un plus grand nombre de personnes. Pour essayer de travailler. Et puis, des expériences positives en mathématiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire sentir qu'on comprend, puis se sentir capable. C'est oui, j'ai compris, puis à quelque part, je suis capable, moi aussi, de réussir à me rendre là. Ça pourrait être plus souvent d'expliquer puis de réussir avec d'autres. Ça pourrait être plus collectif.
Et la recherche en maths l'est très souvent, même si on a évidemment des parties individuelles. Mais avoir des expériences positives en mathématiques, c'est ça. C'est ce qui semblait impossible. Quand on est face à un problème, puis que le problème, on n'est pas capable de le faire. Mais quand on réussit, parfois après une journée, après 2 journées, à le revisiter, à revoir, à voir, et finalement de réussir à le faire, bien, ce feeling-là, cette expérience-là positive, c'est vraiment quelque chose qui peut être capital et qui peut être important. Puis je dirais aussi, c'est vraiment merveilleux, puis des expériences positives en mathématiques, on peut le faire aussi en partie quand c'est pas scolaire, de piquer la curiosité, d'intriguer, d'amener à être plus créatif, d'amener un volet artistique, d'amener différentes choses aux maths. Donc, je pense que des expériences positives en mathématiques, bien, c'est ce qu'on essaie de faire. Pourquoi un spectacle dans ce cas-là au premier cycle? Bon, c'est comme ça que le projet s'est présenté. Je ne dis pas qu'il faut tous faire des spectacles comme ça. Elle est présentement en tournée aux Îles-de-la-Madeleine. Elle va faire des spectacles dans quelques écoles. C'est une comédienne professionnelle qui fait ce spectacle-là, mais ça a été monté par SMAC, puis c'est offert à des écoles, c'est offert gratuitement en milieu défavorisé, etc. Donc, ça vient aider dans ce sens-là. Pour moi, pour les maths ludiques dont je vais parler aujourd'hui, je ne ferai pas de pièce de théâtre clownesque en avant, mais quand je regarde les choses que je vais vous présenter, bien, je vais parler d'énigmes, de puzzles, de jeux et autres. Puis, je vais revenir constamment sur les points que je trouve vraiment les plus importants. Donc, premièrement, oui, les maths ludiques, il y a un aspect plaisir, il y a un aspect qui est là, le plaisir pour la motivation. Mais il y a un aspect qui est vraiment important aussi, c'est qu'il y a une bonne partie des activités qui amènent une vraie concentration puis des efforts parce qu'on veut vraiment réussir quelque chose. Donc, ce n'est pas juste les maths ludiques de « je suis allé, j'ai eu du plaisir 5 minutes, je repars ». Il y a de la place pour ça aussi. C'est le fun du « wow » puis du « c'était » parce que ça peut être quelque chose auquel on aspire, mais c'est moins ce dont je vais parler. J'ai vraiment toujours tendance à aller vers la résolution de problèmes. Essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne, essayer d'amener cette étincelle-là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je peux continuer? On va espérer que ça va mieux aller comme ça. C'est bon? Parfait. Et pour moi, ben, c'est en lien avec la confiance, développer la confiance en soi. Puis, aussi, et c'est quelque chose dont je vais vous donner des exemples vraiment bien vite, c'est d'en profiter peut-être pour enrichir la vision de ce que sont les maths. Parce qu'il y a des Moses de belles idées en mathématiques qui ne font pas partie du curriculum scolaire. Et quand on est en maths ludique, quand on est justement qu'on n'est pas obligé de faire ce qui est prescrit au programme, bien, on a la chance d'introduire les jeunes à des magnifiques idées. Et je vais commencer avec un premier exemple qui est un problème qui a un historique particulier pour moi. Peut-être que certains m'ont déjà entendu parler de ce problème-là. C'est le problème d'un échiquier qui a 8 par 8, qui a donc 64 cases, et on enlève 2 des cases. Et on se demande, les 62 cases qui restent, est-ce que je peux les recouvrir avec 31 dominos? Alors, présenté comme ça, c'est déjà différent de comment c'est présenté souvent. Je vais vous présenter la deuxième version, qui est la version habituelle. Mais ce problème-là, qu'est-ce qu'il aurait de très différent à présenter comme ça? C'est que, premièrement, il est ouvert. Ce n'est pas montrer que c'est possible ou montrer que ce n'est pas possible. Puis, en réalité, ça dépend quelles cases on enlève. Selon les cases qu'on enlève, ça peut être possible ou ça peut être impossible. Donc, habituellement, la question est posée plus de cette manière-là. Peut-on couvrir l'échiquier auquel on a enlevé les 2 cases qui sont diamétralement opposées dans les 2 coins de l'échiquier? Alors, pourquoi est-ce que j'aime particulièrement ce problème-là? Bien, c'est parce qu'il m'avait été posé au cégep par une amie, Brigitte Carrel, dont le frère était en maths, Jacques Carrel. Et je ne sais pas si c'est lui qui lui avait dit le puzzle, je ne me souviens pas de cet aspect-là, mais elle travaillait au journal étudiant, puis elle était vraiment du côté littérature. Puis elle me dit « Hey, Frédéric, j'ai un problème pour toi, t'aimes ça? » Fait que je le fais, je travaille, puis j'essayais de prouver que c'était impossible. Essayer de prouver que quelque chose est impossible, on ne fait pas ça souvent dans le cursus. Calcul différentiel, on n'essaie pas de montrer que ce n'est pas possible de réussir le problème que le prof demande. C'est tous des problèmes qu'on peut réussir. Fait que là, il fallait que j'essaie de trouver un argument. Puis bon, j'ai pensé peut-être réussir à le faire, mais j'ai travaillé fort. Puis le lendemain, j'avais dit « Ouais, non, c'est pas possible, mais tu sais, je ne suis pas capable de t'expliquer prouver pourquoi. » Pourtant, c'était pas mal simple. J'ai été piqué au vif. Et ensuite, ben, elle me donne l'argument que plusieurs connaissent. Si vous avez déjà vu le problème, pour les autres, je suis désolé d'avoir tué ce joli problème pour vous, mais c'est comme ça. Ben, si on pense simplement aux couleurs de l'échiquier,
les 2 cases que vous avez enlevées sont de la même couleur. Donc, il va rester, dans ce cas-ci, 2 cases noires de plus que de cases blanches. Il va rester 32 cases noires et 30 cases blanches. Or, un domino va toujours couvrir 2 cases de couleurs différentes. Donc, c'est impossible pour 31 dominos de couvrir l'échiquier au complet. Alors, moi, quand on m'a présenté ça, ma réaction, ça a été la réaction de « ben, c'est un truc. Pas des maths, c'est un truc. » Non, mais Clis, tu n'utilises pas les couleurs en maths, là, tu sais, noir, blanc. Quand on regarde le problème avec un petit peu de recul, ben, on se rend compte que d'une part, on a fait plein de choses mathématiques absolument géniales. Premièrement, on s'est concentré sur seulement un aspect de ce qu'on était en train d'étudier. On avait un problème dans lequel il y avait vraiment une situation très complexe et on a réussi à prendre le bon angle d'approche pour regarder une chose en particulier. Deuxièmement, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à une idée, ben, soit de pair ou impair, et on peut effectivement coder avec des 0 et des 1 ou numéroter les cases et y arriver de cette manière-là. Mais cet aspect-là de simplifier, moi, ça m'est passé complètement par-dessus la tête. Puis bon, j'étais quand même, j'aimais les maths, mais pas saisi que j'étais en train de voir une idée mathématique. Puis je me dis, Colin, come on, matheux, on pourrait montrer des choses comme ça puis faire voir que les maths, c'est aussi ces jolies idées-là, c'est aussi ces belles idées-là. C'est pas seulement des formules compliquées ou d'autres choses que ce que les gens associent. Tu étudies en maths, est-ce que tu fais des intégrales avec 8 signes d'intégrale maintenant ou est-ce que les maths, c'est aussi ces belles idées-là. Il y a aussi l'aspect invariant. On peut l'analyser en pensant, par exemple, que si je prends le coup de mettre une pièce sur l'échiquier, bien, ce coup-là ne change pas quoi? Bien, la différence entre le nombre de cases blanches et le nombre de cases noires. Donc, on peut vraiment y penser en termes d'un invariant sur un processus. J'ai un processus où à chaque fois que je fais quelque chose, il y a quelque chose qui ne change pas. Puis ça aussi, on le sait, on ne sait pas nécessairement, je vous le dis ou on le sait, ça dépend à qui je parle, mais l'idée, c'est que cette idée-là de regarder juste un aspect et de trouver quelque chose qui ne change pas, parfois, ça nous permet de montrer que quelque chose n'est pas possible. Parce qu'on a un état initial où on a une certaine caractéristique. Dans ce cas-ci, j'ai une différence de 2 entre le nombre de cases noires et le nombre de cases blanches. Puis mon coût ne peut pas faire varier la différence. Donc, tu peux jouer autant de coups que tu veux, ça ne peut pas faire varier la différence va rester de 2. Ça aussi, c'est une idée mathématique vraiment intéressante. Et c'est des idées qui sont vraiment utiles en mathématiques, qui ont leur prolongement dans plusieurs pans des mathématiques et qui ne font pas partie des outils qu'on développe dans le cursus scolaire. Et donc, là, je vois que je viens de mettre à l'écran la valeur de 2 qui doit demeurer 2. Alors ça ici, je dois avouer que j'ai devancé ma diapo un petit peu. Là. En présence de changement, on a une quantité qui ne change pas. Et donc, c'est un aspect, on va appeler ça quelque chose d'invariant dans une situation. Je vais aller vers un deuxième exemple qui va être de magie mathématique cette fois-ci. Alors, on va travailler de 2 manières. Premièrement, j'ai une assistante qui peut se lever debout puisqu'elle va devoir se déplacer. Cette assistante va se promener dans la salle et elle va vous demander de lui donner un chiffre entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle va prendre en note 9, 10 ou 11 de ces chiffres-là que vous allez choisir et ensuite, je vais lui dire quoi faire. Donc, vous les écrivez ici, puis ensuite, ben, vous savez ce que vous allez faire, mais je l'annoncerai aux gens par la suite. Pendant que vous prenez ces chiffres-là, je vais expliquer un petit peu la magie mathématique, quelques règles de base. Donc, quand on parle de magie mathématique dans un contexte scolaire, dans ce que nous, on a développé, on a vraiment fait des activités qui sont offertes pour la classe et il faut que les activités soient réalisables par à peu près n'importe qui. Donc, pas de prestidigitation. Deuxièmement, on veut, pour les activités faites en classe, que tout soit transparent. Là, ça va être pas mal tout transparent, mais celle-là serait un petit peu difficile pour la classe. Autrement dit, on veut que les jeunes puissent voir le tour de magie au complet, qu'il n'y ait pas d'entourloupette de choses cachées, et donc qu'ils puissent reproduire le tour. Et après qu'ils aient reproduit le tour, ce qui souvent est une première étape, ici, reproduire le tour serait difficile. Mais reproduire le tour, on en verra d'autres. Et ensuite, pourquoi? Et habituellement, ils veulent savoir pourquoi. Bon, le pourquoi varie. Si vous dites pourquoi à un jeune de 2e ou 3e année du primaire, ben un pourquoi, ça va être d'avoir bien compris l'algorithme.
J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, ça a marché. Pourquoi? Parce que j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, ça a marché. Mais à un moment donné, ça vient parce que, puis là, on voit un petit peu plus, mais déjà, la compréhension algorithmique au premier cycle du primaire, si on demande pourquoi ça a marché parce que tu as fait un sourire aux cartes ou parce que tu les as brassées ou parce qu'il s'est fait telle chose, on va chercher les raisons ailleurs. Est-ce que vous avez récolté les 9 nombres? Est-ce que vous pourriez maintenant faire le produit de ces nombres, de tous les chiffres qui vous ont été donnés? Non, vous ne me dites pas la réponse. Vous avez fait le produit? Parfait, ça va très bien. Maintenant, ce que je vais vous demander, là, je regarderai pas, c'est que vous allez venir ici écrire la réponse de la multiplication pour que tout le monde puisse la voir. Moi, il ne faut pas que je la voie. Donc, vous l'écrivez, ensuite, vous allez effacer. Donc, vous écrivez la réponse de la dite multiplication au tableau. Donc, vous pouvez aussi ailleurs voir que je ne regarde pas. Surpris, là. Est-ce que ça va pour la réponse de la multiplication? Est-ce que vous avez écrit la réponse? Non, moi, c'est que moi, je ne vois rien, donc vous devez me parler. Est-ce que vous avez écrit la réponse? Parfait. Donc, est-ce que quelques personnes pourraient prendre en note la réponse? Parfait. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire en dessous ou au-dessus. Vous n'écrivez pas les zéros et vous écrivez tous les chiffres autant de fois qu'ils y sont, mais il y en a un que vous n'écrivez pas. Donc, encerclez un chiffre que vous n'écrivez pas. Encerclez un des chiffres, n'importe quel chiffre de la réponse. Vous allez tout effacer avant que je regarde, là, mais encerclez un chiffre. Parfait. Maintenant, réécrivez tous les autres chiffres en haut en les mélangeant dans l'ordre que vous voulez. Là, je veux que vous vérifiez qu'elle est en train d'écrire tous les autres chiffres, sauf là où les zéros, s'il y en a. Ouais, les zéros, on ne les veut pas, les zéros. Et sauf le chiffre qu'elle a encerclé. Est-ce qu'elle s'est exécutée? Elle a fait ça. J'avais oublié de dire de ne pas encercler un zéro. Est-ce que vous avez encerclé un zéro? C'est parfait. Maintenant, effacez le nombre que vous aviez écrit au début. Effacez le nom que vous avez écrit au début. Parfait. Il ne reste que les chiffres que vous aviez recopiés. Excellent. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil. Et avec plaisir, je constate que vous aviez décidé de ne pas écrire un 1. Est-ce que c'est un 1 que vous aviez encerclé? Et je vous ai dit que c'est le 1 qu'elle avait encerclé. Tour de magie mathématique. Alors, merci quand même. Allez-y. Alors, c'est un premier exemple de ce qu'on veut dire par un tour de magie mathématique. Je vais vous dire comment ça fonctionne dans un instant. Il y en a qui l'auront déjà compris, il y en a qui vont être un peu mystifiés, mais l'idée, c'est qu'il y en a qui soient mystifiés et puis qu'après se disent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça fonctionne. Et dans ce cas-ci, on n'est pas beaucoup en manipulation, c'est un cours vraiment matheux, là, on multiplie des chiffres, etc. Quand je le fais, je l'ai déjà fait en petit spectacle, puis l'avantage, c'est qu'on peut vraiment avoir des jeunes qui viennent à l'avant, chacun avec leurs chiffres qui représentent le résultat de la multiplication. Et là, il y en a un qui tourne le carton à l'envers. Et là, moi, je dois dire qu'est-ce qui est écrit derrière le carton. Il y en a un, une fois qui s'était amusé parce que, bon, finalement, c'était un 6 qu'il y avait. J'ai dit que c'était un 6, il l'a tourné de bord, puis ça a l'air d'un 9 quand il l'a remis. Mais ça fonctionne. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, essentiellement, comme vous avez essayé possiblement de donner des chiffres assez variés, il y en a probablement qui ont dit des chiffres comme 3 ou 6 ou 9. Et comme il y en a plusieurs qui ont dit ça, je suis presque certain qu'au moins une personne a dit 9 ou au moins 2 personnes ont dit 3 et 6 ou 2 personnes ont dit 3. Bref, je suis certain que vous avez un nombre qui est divisible par 9. Parce que si, par exemple, une personne dit 3 et l'autre dit 6, 3 fois 6, ça fait 18, c'est un multiple de 9. Si quelqu'un dit 9, j'ai terminé, je suis content. Si quelqu'un dit 3 et un autre dit 3, donc, je suis pratique. Tu as dit 9, quelqu'un dit 9. Bon, déjà, on avait quelqu'un qui avait dit 9. Puis pourquoi est-ce que c'est merveilleux que quelqu'un ait dit 9? Parce qu'un des trucs de calcul qu'on apprenait au primaire, début secondaire, qui est encore enseigné, c'est la divisibilité par 9. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, je fais la somme des chiffres. Il faut que la somme des chiffres soit divisible par 9 pour que ce soit divisible par 9. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la somme des chiffres. J'ai vu 9, 2 plus 7, mais ça fait encore 9. Donc, j'ai vu 9, 9 et 8. Qu'est-ce qui manquait pour que ce soit divisible par 9? Il manque que le 1. Donc, c'est le 1. C'est tout. Fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut faire des variantes? Oui. Prenez un numéro de téléphone. 10 chiffres.
Dites à la personne de mélanger les chiffres. Dites-lui de faire la soustraction. Vous avez une réponse. Dites-lui de cacher un des chiffres. Gardez les autres. Pourquoi est-ce que c'est divisible par 9? Parce que mon numéro de téléphone, au début, peut-être qu'il n'était pas divisible par 9. Supposons que la somme, ça me donnait 2 de trop. Mais quand je change les chiffres, c'est encore la même chose de trop. Et quand je soustrais, le résultat va être divisible par 9. Donc, je leur ai dit un peu vite, mais peut-être juste à la bonne vitesse pour que vous fassiez comme les jeunes. Attends un peu, comment ça marchait déjà? Puis que vous essayez de voir comment ça se fait que ça fonctionne. Vous pourriez aussi le faire avec des numéros d'assurance sociale, mais on n'a pas le droit de les demander aux gens. Donc, le numéro de téléphone, à la rigueur, dans un bar, ça peut peut-être passer comme une manière d'avoir un numéro de téléphone. Mais donc, ça fonctionne aussi pour ça. Donc, c'est un premier tour de magie mathématique que j'ai appelé le grand produit. Et le produit est divisible par 9. Donc, moi, j'ai tout simplement besoin d'aller chercher. Et quand je fais comme ça, puis il y en a beaucoup, bien, essentiellement, quand je vois un 9, je l'oublie. Quand je vois deux chiffres qui additionnés ensemble donnent 9, je l'oublie. Je fais juste enlever mes paquets de 9 pour ne pas m'encombrer le cerveau quand je suis en train de faire le tour. Alors, nous avons ici quelqu'un dans l'auditoire qui a dit « Ce n'est pas sûr que ça va fonctionner ». Alors, ce que je vous dirais, c'est que ce n'est peut-être pas sûr, mais j'en suis certain. Dans le sens suivant, si vous dites à une conférence de mathématiciens, je vais vous faire un truc, choisissez chacun un chiffre et essayez de me prendre en défaut, il est possible qu'ils prennent tous des 2. Mais si vous êtes dans un groupe normalement constitué qui vous donne des nombres comme ça sans trop savoir ce que vous allez faire, il y a des chances qu'ils essaient de prendre des gros chiffres. Que quelqu'un prenne 9, déjà on est presque sûr. 7, 8, 9 ont des chances d'être pris. Et 2 et 5, je serais prêt à gager qui vont être pris un petit peu moins souvent. Parce que c'est comme un peu simple. 3 est exotique, 7 aussi. 3, 7, c'est compliqué à multiplier. Mais 9 sort aussi. Donc, je vous ai révélé le truc. Et ce que je vous dirais, c'est qu'encore une fois, qu'est-ce que je viens de faire avec vous? Je viens de regarder un aspect invariant. Parce que quand j'y pense de la bonne manière, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui est invariant? Le nombre, il est divisible par 9, peu importe dans l'ordre dans lequel vous écrivez ces chiffres, ça ne change pas. Vous pouvez tous les changer, ça ne change rien pour la divisibilité par 9 ou par 3. Donc, il y a aussi là le moyen de faire sortir. Il y a des choses qui en maths ne changent pas, peu importe l'ordre, peu importe comment tu le fais, c'est comme un autre invariant. Bon, c'est un petit clin d'œil. Je ne pense pas que c'est l'aspect invariant qui soit la chose la plus importante ici. Mais quand on y pense, on vient de faire quoi? On vient de prouver que quelque chose est impossible, puis que quelque chose est absolument certain, modulo que les gens choisissent les chiffres de manière raisonnable, pour la divisibilité. Et si vous parlez à quelqu'un en dehors des maths et vous dites, ben nous, on est capable de prouver qu'il y a des choses impossibles, ça c'est impossible, on le sait. Quelle est la réaction des gens? Ben, il y en a qui vont dire c'est bien le fun, mais il y en a d'autres qui vont dire vous êtes bien prétentieux. Et si vous allez sur des sites web, vous allez voir que c'est exactement ce que des gens disent par rapport à la trisection de l'angle, un problème dont on sait qu'il est impossible à résoudre avec la règle non graduée, le compas, parce qu'il y a quelque chose qui a l'air un peu prétentieux à dire je suis capable de prouver que quelque chose n'est pas possible. Non, tu n'as juste pas encore trouvé comment le faire. Non, on peut prouver que ça ne marche pas. Et c'est quelque chose de quand même épatant en maths, qu'on puisse avoir l'audace, la conviction, la certitude de dire non, on est capable. Bon, l'irrationalité de radical 2, c'est de dire qu'il ne peut pas être rationnel ou de dire qu'il n'y a pas de fractions qui peuvent être égales. On est constamment dans prouver des impossibilités. Mais c'est quand même quelque chose de particulier par rapport aux maths, qu'on prouve que des choses sont impossibles et d'autres choses absolument certaines. Maintenant, si je vous demande comment est-ce qu'on amène ça en classe, parce que là, je vous ai fait 2 exemples ici qui n'étaient pas nécessairement des exemples pour la classe. Bien là, je vais vous montrer des exemples de choses pour la classe. Donc là, on va aller vraiment vers du matériel qu'on a développé. C'est la petite vidéo de lancement de la Semaine des maths 2019 qui avait été faite par Samuel Gagnon qui travaille avec nous. Je trouve ça très punché. Puis on a le droit en maths d'être punché puis d'être flashé aussi des fois, puis c'est bien le fun. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Lui était capable, on l'a fait. Semaine des maths, c'était l'ancien nom du site. Ça fonctionne encore. Si jamais il y en a qui vont voir le site et que vous entrez Semaine des maths, vous allez tomber sur le site de la Magie des maths. Alors, la Magie des maths ou Semaine des maths, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une capture. Je vais vous montrer un peu de quoi a l'air le site. Ensuite, on va regarder 2 activités très précisément. Donc, il y a plusieurs types d'activités mathématiques qui sont accompagnées de cours vidéo. C'est ouvert à tous et à toutes.
C'est beaucoup ciblé vers les enseignants. Il y a beaucoup de matériel qui est là pour les appuyer, mais ce n'est pas que pour les enseignants et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a des volets qui sont plus intéressants pour quelqu'un qui est enseignant. Donc, je vais vous montrer le site de la Magie des maths. C'est une petite vidéo qui dure 2 minutes. Essentiellement, j'ai fait une capture d'écran et je vais vous commenter ça un peu. Alors, quand vous arrivez sur le site de la Magie des maths, vous avez notamment ce petit bonhomme-là qui sourit, mais vous avez différents onglets qui vous amènent sur organiser une semaine des maths, mathémagie, énigmes, défis, autres activités, parcours. Si on va, par exemple, dans mathémagie, vous allez retrouver dans ça des tours de magie mathématique qui sont déclinés selon les cycles auxquels ils sont offerts. Il y en a aussi pour le secondaire. Et vous pouvez aussi, si par exemple, il y a un tour que vous vous souvenez que vous aviez aimé, vous pouvez tout simplement directement aller choisir le tour de magie. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, on pourrait aller choisir le tour labyrinthe et on arriverait sur le tour labyrinthe qui est ici. Quand on clique sur un des tours de magie, on arrive sur une vidéo et la vidéo est faite pour être projetée en classe. Donc, le débit est vraiment un débit, une présentation qui est assez sobre, qui est fait pour que ce soit directement utilisable en classe par l'enseignant, par l'enseignante auprès des jeunes. J'y reviendrai un peu après. Ça peut évidemment être projeté en plein écran, pas seulement en petites vignettes comme ça. Et il y a des documents qui sont disponibles. Il y a toujours des explications qui sont disponibles pour tout le monde qui voudrait voir pourquoi le tour fonctionne. Donc, c'est transparent dans le sens où on peut aller voir ça directement. Et pour les enseignants, les enseignantes, on a toujours une fiche pour la planification pédagogique et parfois une vidéo solution. Je vais vous montrer dans un instant de quoi ont l'air ces vidéos-là. Quelles sont les autres choses qu'on a de ce style-là? On a aussi, si on revient au site principal, la Magie des maths, on peut aller au championnat. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais en parler un petit peu, mais je ne vous montrerai pas de choses en lien avec le championnat. Mais je vais au moins vous montrer pour la semaine des maths, qui était vraiment ce qui nous a permis d'être utilisé dans pas mal de classes au primaire. C'est encore là, c'était pour 2021. On va faire décliner les choses pour 2022. Et il y a un programme d'activité qui est proposé, d'activités tirées sur le site. On estime qu'il y a eu à peu près 65 000 jeunes qui ont été touchés par ça directement en 2019. Depuis, on a un petit peu plus de difficultés. On le voit parce qu'il y a des pics de consultation, des vidéos qui sont jouées pendant un certain nombre de minutes pendant les 5 jours de la semaine des maths. Et si on fait une petite règle de 3, on arrive à 150 000. Donc, on dit que ça doit être 60-65 000 là, qui sont touchés à peu près. Donc, ça, c'est les activités ici. Puis dans ça, il y a des énigmes. Et on va en regarder une tantôt ensemble, qui sont présentées un petit peu comme les tours de magie. Alors, sans plus tarder, on va aller regarder ensemble. Oh, peut-être avant ça. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions autour de ce que je viens de présenter sur la magie des maths. Sinon, je vais aller vous montrer un tour de magie. Alors, pour le tour de magie, vous pouvez vous imaginer la chose suivante. Vous êtes en classe ou vous êtes à une grande conférence et on vous présente le petit tour. Et l'idée, c'est de dire, est-ce que je serais capable de devenir le magicien? Est-ce que je serais capable de refaire le tour après? Alors, quand on prépare les jeunes pour ça, il y a une partie qui est d'avoir les notes sorties, d'être prêt à bien observer, à bien prendre en note. C'est quelque chose qui se développe. Petit chapeau de détective. Essayons de comprendre comment fonctionne le tour. Le débit est un peu lent, c'est parce que l'auditoire n'est pas des gens aussi rapides et vifs que vous, mais il faut que ça soit aussi observable dans le tumulte d'une classe du primaire ou du secondaire. Du primaire pour celui-là. Bonjour, aujourd'hui je vais faire le tour du labyrinthe. Dans ce tour, mon spectateur devra faire plusieurs déplacements et j'arriverai, le dos tourné, à trouver la case sur laquelle il se trouvera à la fin. Bonjour Karine! Bonjour Audrey! Aujourd'hui, je vais te faire le tour du labyrinthe. Pour ce tour, on a besoin d'un labyrinthe comme celui-ci. Tu vas avoir des déplacements à faire. Tu peux te déplacer à l'horizontale ou à la verticale, mais jamais en diagonale. Je vais aussi te demander d'enlever des cases. Moi, je vais réussir à trouver la case sur laquelle tu vas arriver à la fin. Très bien! C'est bien? Donc, je te remets mon personnage. Tu peux le placer sur la case départ qui est le drapeau. Fais un premier déplacement de 4 cases. Parfait. C'est fait. C'est fait? Tu peux enlever la case 1. Je sais que tu n'es pas déçu. Je l'ai retiré.
Merveilleux. Fais maintenant un déplacement de 5 cases. C'est fait. OK. Tu peux enlever les cases 2 et 7. Très bien. OK. Maintenant, fais un déplacement de 7 cases. C'est fait. OK. Je me concentre. Tu peux enlever les cases 3, 6 et 8. Très bien. Fais maintenant un déplacement de 3 cases. C'est fait. Tu peux maintenant enlever les cases 4 et le drapeau parce que tu es sur le 5. Wow! Bravo! Comment tu fais? À toi de le trouver. Alors, le tour de labyrinthe, celui-là, je ne vous dévoilerai pas le punch. Mais je vais vous montrer un petit peu parce que, évidemment, vous l'aurez certainement compris, je vise à faire de vous tous des vulgarisateurs mathématiques, des gens qui feront de la promotion. Christiane Rousseau, évidemment, je ne vise pas à la rendre ce qu'elle est déjà moult fois, mais petit clin d'œil mathématique. Une année à la semaine des maths, je pense en 2018, on avait proposé aux enseignants de faire le tour de labyrinthe et ensuite on avait lancé le défi, est-ce que les jeunes peuvent modifier le tour et faire leur propre tour et nous envoyer une vidéo pour nous montrer ce qu'ils avaient fait. Et donc, il fallait non seulement qu'ils maîtrisent, mais qu'ils imaginent et qu'ils voient est-ce que je suis capable de faire un tour, et en général, ça voulait dire une grille plus grosse. Et donc, des jeunes ont créé leur propre tour de magie. Et ça donnait la chose, c'est 4 classes qui avaient envoyé ça. On en avait eu quelques autres de plus. Et vous voyez donc en haut à droite, le jeune explique au début, il y a 25 cases, c'est un carré. Eux ont fait une forme. Ici, c'était avec des post-it bleus et rouges sur le tableau blanc, possiblement un smartboard qui était utilisé de manière très smart en mettant des post-it dessus, ce qui fonctionne vraiment bien. Et là-bas, ils avaient fait une forme. Et essentiellement, on a le magicien qui donne une série d'indications, parfois à n'en plus finir, à l'autre. Déplace-toi de 28 cases. Tu peux enlever le X, le Z, le W. Et là, ils enlèvent les cases, puis à la fin, ils arrivent toujours à coincer la personne en n'enlevant jamais une case où elle est rendue. Donc, ils avaient bien compris. C'est un argument on voit les jaunes et les rouges ici, c'est un argument, encore une fois, la parité va jouer un rôle, mais c'est quand même vraiment le fun de voir les jeunes, au début, être complètement éberlués que ça ait pu fonctionner. Après ça, tranquillement refaire. Donc, quand ils refont en prenant en note les coups. Donc, ils sont capables de refaire le tour exactement comme le magicien l'a fait. Mais ils ne sont pas capables de changer les instructions. Donc, après, comment veux-tu augmenter la grille si tu n'as pas... Donc là, il faut essayer de voir où est-ce que c'est possible, où est-ce que ce n'est pas possible. Donc, on suggère dans nos pistes d'animation d'aller vers un damier coloré, d'aller vers quelque chose, mais pas forcément. Et donc, qu'ils en arrivent à essayer à changer les instructions sur le même pour éventuellement en arriver à étendre ça. Donc, c'est un bel exemple pour moi de maths ludique, puis un bel exemple de quelque chose qui avait vraiment, vraiment bien fonctionné. L'autre vidéo est beaucoup plus courte, c'est pour vous donner une idée des petites énigmes. Alors, cette vidéo-là dure 55 secondes, la traversée du pont. Allons-y tout de suite. Quatre personnes doivent traverser un pont le plus rapidement possible. Le pont ne peut supporter que le poids de 2 personnes à la fois. C'est la nuit et il est impossible de traverser le pont sans torche. Or, les 4 personnes ne disposent que d'une seule torche. Chaque personne a une vitesse maximale. Albert peut traverser le pont en 1 minute. Beth peut le faire en 2 minutes. Carole a besoin de 5 minutes. Diane traverse le pont en 10 minutes. Cela signifie, par exemple, que si Diane et Albert traversent le pont ensemble, cela leur prendra 10 minutes, car ils doivent marcher à la vitesse de la personne la plus lente. Combien de temps est nécessaire au minimum pour faire traverser tout le monde? Alors, c'est une énigme où on a des temps de traversée, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes et 10 minutes. Quand on traverse 2, c'est le temps du plus lent.
Donc, quelle est la première stratégie qu'on a tendance à faire? Bien, on va faire traverser, par exemple, la personne qui prend 1 minute avec celle qui prend 10. Elle va aller avec, et ensuite, elle va revenir en 1 minute. Et ensuite, elle va retraverser avec celle qui prend 5. Et elle va revenir. Puis ensuite, elle va traverser avec celle qui prend 2. Et déjà ça, je pense que c'est une bonne réussite. C'est des belles idées, puis c'est bien. Puis pour certains jeunes, je dirais bravo, vous avez réussi ça. Mais on peut faire un peu plus vite que ça. Et donc, c'est de trouver le twist de comment est-ce que je peux aller plus vite que le processus que je viens de décrire. Puis quand on essaie, on réussit à baisser ça d'1 minute dans ce cas-là. Il n'y a pas toujours moyen de faire mieux que le principe, ça dépend vraiment des minutes. Donc, qu'est-ce que je peux faire de mieux que d'envoyer le 1 et le 10, que le 1 revienne, le 1 et le 5, le 1 reviennent, le 1 et le 2, le 1 revient. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment on peut faire mieux que ça? Quelqu'un ici pourrait suggérer une piste. Pas si évident. C'est vraiment la tendance naturelle. Ah, ben, je suis content que personne dise la réponse tout de suite. Allez. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Alors, une idée ici qui a été suggérée, c'est que le 10 et le 5 traversent ensemble, ce qui fait que la lenteur du 5 va être camouflée. Mais si on fait ça le premier coup, le 5 est prêt à revenir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en envoyer un petit rapide attendre. Et donc, le 1 et le 2 peuvent traverser ensemble. Le 1 revient. Ensuite, le 10 et le 5 y vont. Le 2 revient. Et là, le 1 et le 2 y vont ensemble. Et si on fait comme ça, on a la lenteur du 5 n'a jamais affecté un des temps. C'est une très jolie énigme et maximiser et minimiser, et c'est donc difficile parce que quand on a trouvé une solution, on a vraiment l'impression que c'est la meilleure solution. Donc, vous voyez qu'elle est simple, bon, c'est une énigme qui a un aspect classique, mais c'est une vraie énigme. C'est pas évident du tout de trouver le temps minimum de traverser la première fois. Après ça, on apprend à développer des stratégies pour ce type de problème-là. C'est quand même une très, très jolie idée. Donc, c'est un exemple d'énigme. Ce que j'ai prévu pour la fin, c'est la chose suivante. Comme je me disais qu'il y en a qui seraient peut-être intéressés à d'autres tours de magie, je me suis dit, bien là, si je pars dans les autres tours de magie, je ne pourrais pas faire ma conclusion. Fait que là, je vais me diriger vers ma conclusion, puis après ça, je pourrais faire des tours de magie. OK? Deal? Mes diapos sont dans ce sens-là. Donc, si on regarde dans ça, quels sont les défis qu'on a comme communauté mathématique, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a des défis d'inclusion. On a des défis d'inclusion géographique, que ce ne soit pas seulement les écoles privées qui prennent le temps de faire ces choses-là, d'aller rejoindre les gens. Puis peut-être que la pandémie nous a aidé un petit peu à diversifier nos manières de fonctionner, puis on peut plus le faire. Pour nous, ce que ça a permis de faire, c'est de faire entre autres des animations en ligne à distance, en direct avec des classes sur la Côte-Nord, en Abitibi, etc. Donc, ça nous a permis vraiment de rayonner davantage et d'aller animer des périodes de 60 minutes pour être un peu comme une bougie d'allumage. Pour essayer d'appuyer les enseignants dans des choses comme ça. On fait des animations, des spectacles gratuits avec certaines subventions qu'on va chercher qui vont être gratuites pour les milieux défavorisés ou avec certaines réductions parce que, bon, évidemment, quand il y a des déplacements et tout ça, il y a des salaires à payer. Il y a des tournées qu'on organise. On essaie de se dire, bon, il y a une région qui veut avoir ça. Parfait, bien, est-ce qu'on peut organiser quelque chose pendant 1 semaine ou 2 au mois de mai quand les étudiants ont fini l'université et qu'ils sont disponibles pour travailler avec nous, puis qu'on a pu faire la coordination à l'avance, prendre la semaine pour les former et les envoyer faire une tournée. Donc, c'est le genre de choses qui est fait, mais c'est le genre de choses qui pourrait être essaimé, qui pourrait être fait à partir de partout, puis le matériel est disponible. Donc, c'est aussi quelque chose dans lequel je pense que la communauté mathématique au Québec pourrait travailler davantage de manière solidaire sans que ça émane de l'Université Laval ou de l'Université de Montréal, mais ça pourrait émaner de partout. Donc, à bon entendeur là-dessus, je pense que ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Est-ce qu'on peut rêver de faire mieux? Est-ce qu'on pourrait rêver que des dizaines de milliers de jeunes au Québec fassent pour le plaisir des maths des soirs et fins de semaine? Que des milliers de jeunes envahissent les campings universitaires avec leurs parents pour faire des maths? Bien, ça se produit déjà. En 2019, on a eu plus de 20 000 qui ont participé au championnat international des jeux mathématiques et logiques. Il y en avait plus de 3 500 à la demi-finale. J'ai commencé là, en 98, j'en avais eu 7. En 99, 40. C'est correct de commencer petit. Mais on avait plus que 3 500 à la demi-finale, donc plus que 1 000 à l'Université Laval. Alors pour nous, à l'Université Laval, cette journée-là, il y a à peu près 2 000 personnes qui arrivent sur le campus. Des petits pits qui arrivent, qui sont pour la première fois de leur vie à l'université.
dont les parents ne sont pas nécessairement à l'université, puis qui se retrouvent, puis qui sont vraiment juste d'être là. Ils représentent leur école. On a au moins 1 sur 7 qui sont invités à la demi-finale. Donc, dans chaque groupe, de partout au Québec, il y en a qui sont, ceux qui ont participé, il y en a qui sont invités. Et ça se produit. Puis mon rêve, ce serait que ça se produise aussi dans d'autres universités, peut-être avec le CRM, dans des cégeps. On est à peu près au moment de la Journée internationale des maths. On est dans la semaine des maths en France. C'est vraiment un moment qui pourrait être fort. Donc, même si ça a l'air à rêver, ben, ça se produit déjà partiellement. Et ce qui limite la croissance, c'est vraiment le nombre de places disponibles pour la demi-finale dans la grande région de Montréal. Tiens, ça donne bien, je suis ici. Parce que c'est ici qu'il y a beaucoup de participation. Puis comme on veut avoir les mêmes taux de conversion partout, on est obligé d'être un peu plus strict et puis ça a des vases communicants. Est-ce qu'on peut rêver qu'on pourrait être des dizaines à travailler ensemble pendant des années pour promouvoir des maths vivantes, stimulantes et accessibles partout? Que les milieux primaires, secondaires, universitaires, de l'enseignement, de la recherche aient la chance de travailler ensemble pour ça? Bien, ce que je pourrais dire, c'est que pour la QJM, ce n'est pas parti comme ça. C'est parti avec moi puis un conseiller pédagogique au primaire, qui, lui, en a parlé à une prof au secondaire. Puis moi, j'en ai parlé à une personne au cégep. Puis 20 ans plus tard, on peut dire, ben oui, c'est ça. Il y a des CP, je suis allé à des congrès, j'ai parlé au conseiller pédagogique. Ces choses-là se créent graduellement. Peut-être qu'elles peuvent se créer autrement, mais elles peuvent se créer graduellement. Mais ce qu'on fait, c'est une pinote comparé à ce qu'on aurait besoin de faire au Québec. C'est des choses qu'il faudrait qu'elles soient faites à tellement d'endroits, tellement de manières différentes. Mais il y a des modèles intéressants, puis nous, ben, ça fait 25 ans qu'on travaille à ça. Christiane est ici, ce n'est pas pour elle que dans mes rêves, j'ai que la Journée internationale des maths soit un moment fort de l'année partout au Québec. C'est quelque chose d'absolument phénoménal qu'on ait une Journée internationale des maths proclamée par l'UNESCO et on est encore au balbutiement de ce que ça pourrait devenir. J'espère que le Québec pourrait, et là je ne le dis pas, je pense qu'on a le momentum, on a l'expérience, on a les contacts, on a les réseaux pour que ça devienne vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de signes encourageants, puis entre autres, dont la volonté du TRM de travailler davantage du côté peut-être de mettre sur pied une structure souple où on pourrait parler de vulgarisation, parler de promotion entre différents acteurs au Québec. Mais je pense que oui, il y a vraiment tellement à gagner à travailler ensemble. Et je dirais que le péché majeur des mathématiciens qui veulent s'embarquer dans la vulgarisation mathématique, c'est qu'ils ont souvent le sentiment qu'il faut que ce qu'ils fassent soit nouveau. Non, ce n'est pas ça le critère. Le critère, ce n'est pas l'originalité. Le critère, c'est dans les yeux du petit qui reçoit l'activité. Est-ce que cette activité-là, pour cet enfant-là, pour ces enfants-là, a été porteuse? Oui. C'est quelqu'un d'autre qui a eu l'idée? Bien, tant mieux. Vous avez pu vous préoccuper de l'affaire. Donc, je pense qu'on n'a pas nécessairement à créer tant que ça, mais peut-être à collaborer, à mettre en commun. Non pas qu'il faut reproduire les modèles, mais inspirons-nous librement, adaptons librement. J'ai fait ma conclusion. Je peux revenir à la magie mathématique, mais il ne me reste que 3 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de magie mathématique et je vais faire celui qui, pour moi, est le plus grand défi. Donc, là, je vais me déplacer un peu dans la salle. Donc, je vais être vu en partie par la caméra. Je vais disparaître un tout petit peu à un moment donné, puis je vais réapparaître. Donc, j'ai des cartes ici. Des cartes, ils ne sont pas truquées, là, mais c'est des cartes noires, des cartes rouges. Et le tour est quand même un peu scripté, mais même s'il est scripté, il est quand même vraiment intéressant. Donc, je coupe les cartes un certain nombre de fois. Tiens, Paul, peux-tu les couper une fois de plus, s'il te plaît? Comme Paul est très au courant de ce que ça veut dire couper les cartes, il sait bien que s'il les coupe une fois, c'est suffisant. Parce qu'il aurait pu couper n'importe où. Puis, donc, finalement, je n'ai plus de contrôle sur quelle est la carte sur le dessus, n'est-ce pas? Et donc, si je regarde, et je ne suis pas prestidigitateur, donc avec d'autres magiciens, il faudrait que vous regardiez ce qu'il est en train de faire avec ses mains, là. J'ai vraiment pris le paquet tel qu'il l'a coupé. Maintenant, je vais prendre 4 personnes et je vais leur donner chacun une carte à partir du dessus du paquet. Là, COVID. Je vais me tenir loin. Je retourne en avant. Donc, vous pouvez prendre la carte que je vous ai donnée. Vous pouvez la montrer aux gens derrière vous sans me la montrer à moi. Puis, vous pouvez même, si vous voulez montrer là à tout le monde sans me la montrer à moi. Bon, alors, je vais me retourner. Donc, recachez vos cartes, s'il vous plaît. Alors, maintenant, je vais me concentrer et je vais trouver vos 4 cartes.
ce qui est quand même difficile, je l'avoue, là. Ben, c'est les 4 premières après que Paul est coupé. Donc, alors, je vais avoir besoin d'un peu de l'aide un peu des participants. Ce que je vais vous demander, c'est, pouvez-vous lever la main si vous avez une carte noire? C'est bon, fais baisser les mains. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? 3 de carreau pour lui? Est-ce que c'est correct? Ben, j'y suis. 5 de trèfle, 9 de pique, as de pique. Et ouais, c'était pas les mêmes cartes qui suivaient, là. Alors, est-ce que je prends quelques minutes pour expliquer le tour? Oui? OK. Alors, premièrement, c'est pas un tour que je ferai en classe. OK? On s'entend, il y a trop de choses cachées. Deuxièmement, les cartes ici, je sais ce sont quelles cartes. Elles sont dans une suite particulière que j'ai décidée. J'ai 48 cartes, mais en réalité, j'ai 3 fois 16 cartes. Donc, il y a 16 cartes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un arrangement, ensuite noir-rouge, de telle sorte que 4 cartes consécutives ne soient jamais le même pattern de couleur. Donc, il y a 4 rouges, ça se présente seulement une fois, puis 4 noirs, etc. Donc, si je vous montrerai l'arrangement dans un instant à l'écran. Donc, pour moi, quand je sais que c'est rouge, noir, 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 j'ai la grille dans mon cerveau et je dis, OK, c'est là. Et donc, je peux voir, je suis où dans ma grille. Et comme j'ai moi-même décidé quelles étaient les cartes dans la grille et que je les ai appris par cœur et que j'ai pratiqué encore dans le train en m'en venant, je l'ai eu. Et donc, j'ai réussi à trouver l'ordre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme arrangement? Ben voici la suite noir, 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 rouge, 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 noir, rouge, rouge, noir, noir, rouge, noir, rouge, qui se répète parce que c'est circulaire. Là, quand on arrive au bout du paquet, on revient au-dessus. Et donc, cette fois-ci, je me retrouvais à être exactement à l'endroit rouge, noir, noir, noir. Et donc, moi, je sais rouge, noir, 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 ça va se retrouver où dans mon arrangement? Alors, mon arrangement, je l'ai fait en 4 lignes et j'ai fait mes cartes As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai oublié. 12, roi, As, 2, 3. Sur une rangée en noir, je fais toujours l'alternance pique-trèfle. Et sur une rangée en rouge, je fais toujours l'alternance cœur-carreau. Et donc, j'ai la grille dans ma tête. Et c'est As de pique, 5 de trèfle, 9 de pique, roi de trèfle, 2 de cœur, 6 de carreau, 10 de cœur. Oui, ben on la pratique. Alors, c'est un tour de magie mathématique. Bon, la suite en particulier, c'est une suite de De Bruyne, qui est une suite qui a cette particularité-là. Donc, on peut la faire à 5, on peut la faire à 6, mais bon, ça fonctionne. Oui, c'est que c'est circulaire. C'est circulaire. Donc, c'est vraiment, ça reprend les mêmes. Donc, si on arrive ici un peu plus loin dans le paquet, on revoit l'as de pique, 5 de trèfle. Il n'y a pas de problème parce que moi, que ce soit le premier ou le deuxième, ça ne me change rien. C'est la même séquence qui se reproduit toujours. Donc, c'est pourquoi je l'ai représenté sous forme d'un circuit. Exactement. Et c'est pour ça que si on coupe, ça ne change rien. Parce qu'on change le début, où est-ce qu'on est, mais ça ne change rien. Alors, c'est un très joli, mais lui, il est plus un vrai tour de magie mathématique, dans le sens où ce n'est pas du tout transparent pour l'auditoire, ce que je suis en train de faire. Là, parce qu'il faudrait que... Si on le faisait en tour de magie pour la classe, on leur donnerait le paquet, on leur montre. Il faudrait qu'ils aient accès aux outils. Christiane, j'ai déjà dépassé mon temps. Donc, je vais vous remercier ici. Je serai disponible pour des questions après. S'il y en a qui veulent d'autres tours de magie ou qui veulent rester un peu, il me fera plaisir d'en faire quelques autres. Mais je vous remercie. Oui, j'ai une question pour toi, Frédéric. Allô? Oui, allô? Je ne suis pas loin, je suis à Québec. D'abord, bravo pour ta présentation. Là, c'est difficile d'être plus intéressant que ça. Tu as parlé au début de ta présentation là, de l'importance de développer la confiance en soi. Je pense qu'on sait tous qu'en mathématiques, c'est important. Par ailleurs, je te considère comme un spécialiste de la résolution de problèmes.
Pas seulement parce que tu étais champion au concours Putnam, etc. Là, je pense à toi plus comme enseignant. Là. Supposons que tu es dans une activité de vulgarisation mathématique, là, disons, pas dans le cadre d'un cours à l'université, là, mais disons en visite dans une école. Là. Et supposons que tu poses un problème mathématique, une énigme, là, parce que tu as vanté l'importance des énigmes, là, à un groupe de jeunes. D'après toi, est-ce qu'il est préférable de les inciter à résoudre le problème individuellement ou collectivement, c'est-à-dire en groupe, là? Ça sous-entend une question plus générale en mathématiques, est-ce que devrait travailler individuellement ou collectivement? Mais disons, davantage avec les jeunes, là. C'est quoi ta première idée, ta première approche, là? Ben, ma première approche, je dirais, c'est d'aller vers ce qui est moins fait. Et donc, en général, les jeunes vont moins travailler la résolution de problèmes mathématiques en équipe. Donc, j'aurais été porté à vouloir donner des activités où on va avoir l'occasion d'observer l'autre faire le raisonnement, devenir un peu. Donc, j'ai tendance à le pousser dans cette direction-là. Mais c'est en partie à cause du contraste. Puis c'est pas parce que je pense que c'est pas important que le jeune ou la jeune réfléchisse vraiment fort par lui-même, par elle-même après. Mais dans les activités, on a vraiment tendance à vouloir faire ressortir un peu plus en même temps qu'on fait de la résolution. Les sourires, les rires, etc. Si j'étais dans un cercle mathématique où les jeunes viennent vraiment avec l'objectif très précis de travailler sur des problèmes, bien là, quand on a fait des activités comme ça de résolution de problèmes à l'Université Laval, on donnait des énigmes et là, les jeunes allaient s'asseoir seuls ou à 2 ou à 3, puis ils décidaient comment ils travaillaient. Puis souvent, ils travaillaient seuls, mais c'était pas de la même chose que moi qui arrive en classe. C'était eux qui venaient vers nous, chacun avec son intérêt, avec ses choses. Puis là, le fait que ce soit individuel, c'était vraiment, vraiment hyper stimulant puis hyper le fun. Donc, je serais portant à dire que ça dépend un peu du contexte dans lequel je le ferais. Mais c'est ça. Merci pour et toi, Jean-Marie? Effectivement, je pense que ça dépend du contexte. Là. Des fois, quand tu es dans un groupe de jeunes un peu où les gens sont un peu moins sûrs d'eux-mêmes, le fait de travailler collectivement, ça peut les engager davantage que d'être mis sur la sellette là, à répondre individuellement. Mais non, mais j'aime bien ta réponse. Merci. Ce que je dirais, c'est que dans un contexte où je fais des formations à des enseignants qui vont l'utiliser, pour moi, un problème comme la traversée des ponts pourrait durer 45 minutes en classe, ce serait bien correct, ou 10 ou 15 minutes. Puis pour les tours de magie, j'essaie de les encourager à le faire sur plus d'une journée. J'essaie de les encourager à dire, laissez-le vivre, on n'a pas besoin de finir de répondre tout de suite. Faisons le problème, travaillons. Puis s'ils s'embarquent vraiment, parfait. Puis on a une réponse partielle, on est arrivé à quelque chose, laissons repos. Puis ça va vraiment contre. Mais c'est parce que j'essaie de les tirer pour dire, il faut laisser aux idées le temps de surgir. Maintenant, il y a la difficulté dans un groupe de maintenir l'attention. Puis c'est pour ça que je pense aussi que de faire une certaine période, d'avoir une certaine conclusion, puis ensuite de peut-être revenir, réinvestir à un autre moment, ça peut être utile. Mais c'est sûr qu'il y a des jeunes qui ont des déficits d'attention, qui vont avoir de la difficulté à rester concentrés longtemps, qui vont se mettre à être bruyants après un certain temps. Donc, pour l'enseignant, il y a tout ça qui est à gérer, que moi, je n'ai pas à gérer là, quand je suis dans une intervention près d'eux. Quand on l'a fait en spectacle ou en classe, bien là, c'est plus d'essayer. Il n'y a pas l'aspect où ils ont à réfléchir. On est plus là pour être une bougie d'allumage. C'est-à-dire, hey, c'est le fun, ça. Voulez-vous en faire d'autres? Oui, là, on va avoir plus de temps. Donc, il y a une différence entre les interventions ponctuelles qui vont être plus brèves, comme aujourd'hui. Vous n'avez pas donné beaucoup de temps pour la traversée, là. Je vous ai comme dit, go, go, go. Bon, en formation, j'aurais laissé plus de temps. Puis, je promène d'une table à l'autre. Puis là, je vois, bravo. Ouais, je pense qu'on peut faire mieux. Hein, quoi? Bon, puis il revient. Puis là, je dis, bon, qui est-ce qui a trouvé du temps? Puis là, quand quelqu'un dit, j'ai trouvé une minute de moins, hein, quoi? Est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Vérifiez. Puis donc là, le challenge fonctionne, mais c'est avec des adultes. Mais je pense qu'avec des jeunes, j'essaierais aussi de faire un petit peu ça. Mais j'essaierais vraiment de donner assez de temps. Parce que l'objectif d'une activité de résolution de problème comme ça, il n'est pas dans l'apprentissage d'une formule. Ils n'ont pas à apprendre le résultat, ils n'ont pas à connaître la réponse. Ils sont en train d'apprendre le processus d'essayer de résoudre. Donc, si on ne leur donne pas le temps de résoudre, on fait ça pourquoi? Donc, oui, des fois parce que c'est le fun, mais je voudrais vraiment laisser aller dans le durée.
Puis pour la résolution de problèmes avec les étudiants universitaires, ben, on leur donne des problèmes, puis je n'ai pas eu de solution, puis ils peuvent travailler 3 semaines dessus. Ce que je vous dirais, c'est qu'il y a, bon, dans la magie mathématique, c'est plus difficile de se rendre aux maths derrière. Donc, on travaille davantage la curiosité, chercher à comprendre, observer, bien reproduire, etc., parce que c'est plus difficile. Dans les énigmes, il y a souvent des outils mathématiques qui vont être utilisés derrière, qui vont servir à ça. Mais des choses comme les invariants, puis tout ça, c'est presque un cri du cœur aux mathématiciens dans la salle de le faire découvrir aux jeunes, parce que c'est des choses que l'on sait du point de vue des maths plus avancées, qu'elles sont vraiment, vraiment importantes. Et j'ai donné ce clin d'œil-là en disant que ce sont des idées que nous, on doit amener par différents outils, par différentes choses, parce qu'elles ne surgiront pas naturellement du contexte scolaire. Donc, dans des cas comme ça, je le fais un tout petit peu en formation, mais encore là, pas beaucoup, parce que les enseignants et enseignantes du primaire ne sont pas au courant de ces choses-là. Donc, eux non plus ne les feront pas ressortir. Mais comme matheux, je pense qu'on peut quand même s'éclater et s'épanouir en faisant ressortir ces choses-là pour faire voir qu'il y a autre chose au-delà des belles idées qui sont là. Alors ça, je pense qu'on peut le faire, nous, et des gens qui sont plus formés, faire ressortir ça. Mais l'aspect, essayer de résoudre, essayer de faire, tout ça. Pour l'aspect théorie mathématique qui ressort, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas la partie qu'on a privilégiée en général. On n'a pas voulu développer des activités qui étaient au service du curriculum. Ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'on veut venir en appui, mais un peu périphérique, plus résolution de problèmes. Donc, on fait ressortir un petit peu dans les fiches pédagogiques, mais je ne peux pas vous garantir comment c'est repris sur le terrain. Ça, je le sais. Non, si j'avais regardé la dernière carte, j'aurais eu besoin d'aucune information. J'aurais pu dire les 4 cartes dessus automatiquement parce que je connais l'ordre des cartes. Mais si quelqu'un ne veut pas observer le paquet, vous avez montré le paquet, vous avez dit, voilà, c'est le paquet, mais on n'a pas vu. Non. Est-ce que l'élève Celui-là, je ne l'ai fait qu'en spectacle, de manière ludique, pas comme activité pour la classe, parce qu'il y a une partie cachée. Et donc, je ne pense pas que ce soit raisonnable de penser que presque qui que ce soit va trouver c'est quoi exactement le truc. Bon, comme mathématicien, on va se dire, ben là, finalement, il y avait le choix entre 16 informations, parce que ça pouvait être rouge ou noir pour le premier, rouge ou noir pour le deuxième, rouge ou noir, rouge ou noir. Donc, il y a 16 réponses différentes qui peuvent être données. Je ne peux pas distinguer plus que 16 cas. J'ai l'air à avoir plus que 16 cartes. Ton tour est impossible. OK, donc, je n'ai pas plus que 16 cartes. J'ai 3 fois 16 cartes qui sont les mêmes. Donc, ça, c'est… Mais quelqu'un qui n'a pas le bagage mathématique ne pourrait même pas s'approcher de ça, là. Donc, pour moi, ça, c'est un tour pour le plaisir. Puis c'est le fun d'avoir du fun avec les maths aussi, mais pas pour amener à trouver comment ils fonctionnent. Oui, mais ce que tu ne dis pas au public, c'est que tu n'as pas 48 cartes différentes. C'est ça. C'est que tu as utilisé 3 paquets de cartes. Oui, absolument. 4 absolument. paquets. C'est ouvert dans le sens des mathématiques scolaires. C'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant. La première fois que j'ai entendu qu'une organisation qui s'appelle Math en Jeans, dont chacune des lettres veut dire quelque chose de précis dans l'économie, faisait de la pédagogie du problème ouvert. Je me dis quoi, ils font travailler les jeunes sur des problèmes ouverts. C'est un problème ouvert dans le sens de quelle case peux-tu enlever pour que ce soit possible, quelle case c'est dans le sens où c'est pas prouve-moi que ça c'est possible ou prouve-moi. Donc, c'est la formulation qui est ouverte, mais pas que c'est un problème ouvert sur le plan du chercheur mathématique. Il y a peut-être des choses ouvertes, je ne suis pas au courant. Donc, c'est du problème ouvert dans ce sens-là, j'aurais dû préciser. Mais est-ce que toutes les configurations où tu enlèves une blanche et une noire sont faisables? J'ai presque le goût de ne pas te répondre. Alors, ce que je peux dire, c'est Gilbert Labelle, dans des mathématiques d'hier à demain, publié chez Modulo, pour l'année mondiale des mathématiques en l'an 2000. Petit article sur des perles mathématiques. Vous trouverez la réponse à votre question si vous ne la trouvez pas ailleurs. Moi, j'avais la même question, mais tu n'as pas voulu répondre. Ah, ben je pourrais. Ben, disons que moi, ça a commencé quand j'avais 12 ou 13 ans. Parce que c'était avec les énigmes du professeur JC. Donc, c'était vraiment ça. Quand j'ai décidé d'aller faire des maths à l'université,
C'était pas mal parce que j'aimais résoudre des problèmes mathématiques, donc ça m'intéressait depuis ce temps-là. J'ai fait une bourse de recherche d'été. Un été, j'ai travaillé avec Jean-Marie de Coninck et on a travaillé sur un genre de recueil de résolution de problèmes. Donc, pendant que j'étais au bac, je m'intéressais à ça. Puis après ça, j'ai arrêté pendant quelques années, puis je suis replongé après, puis je donne un cours de résolution de problèmes à option au bac en maths à l'Université Laval. Fait que je pense qu'on peut dire que je suis tombé dans Potion Petit, puis j'ai continué. Puis quand je réfléchis à ça, une des choses que j'aime dire des fois quand les gens parlent, les gens vont dire est-ce qu'on a la bosse des maths ou est-ce que, bon. Puis je pense qu'une partie de la réponse pour moi, c'est de dire j'avais pas l'impression de travailler, mais j'en ai fait des problèmes de maths pour le fun. J'en ai fait. Donc, il y a quelque chose qui est là aussi dans les talents qu'on développe. C'est que des fois, c'est tellement un plaisir qu'on pousse dans quelque chose, puis les gens disent ça a l'air d'être inné. Je pense que c'est quelque chose contre lequel il faut se battre. Je pense que l'intelligence, ça se développe beaucoup et ça se travaille beaucoup. Et c'est pas comme mesurer 6 pieds 4. J'ai beau essayer, là. Paul, je ne serai pas aussi grand que toi, mais pour le reste, je pense qu'on a beaucoup de contrôle sur ce qu'on peut faire avec le potentiel qu'on a. Puis je pense qu'on a tous un potentiel pas mal grand ou plus grand que ce qu'on exploite. Puis c'est ça. C'est vrai que des fois, une des pires réponses que j'avais vues à une conférence publique, c'était un mathématicien, je ne vous dirai pas le nom, puis je ne vous dirai pas le lieu. Il s'était fait poser la question par quelqu'un. Et on était là pour parler d'inclusivité, etc. Puis il avait demandé à quel moment vous êtes rendu que vous étiez un génie. Il a rendu compte que vous étiez un génie. Et il s'est mis à répondre. Et pour moi, c'était comme... C'est parce qu'on vient de dire pendant 3 heures que c'était pas ça, là. C'était ça le contenu de notre... Puis tu présides le panel. Fait que pour moi, ça m'avait un peu sidéré. Je pense que oui, il y a des gens exceptionnels, mais je pense que les gens exceptionnels, en général, travaillent exceptionnellement fort aussi, en plus d'être exceptionnels. C'est tout. J'arrête là. Madame exceptionnelle, Christiane Rousseau. Moi, je n'ai pas fait de résolution de problème. Il y a un paquet de cartes qui n'a pas été touché. Est-ce que vous voulez demander à quoi devait servir ce paquet de cartes? Oui, je peux le faire, mais je ne sais pas s'il y en a qui veulent quitter, peut-être qu'ils se sentent bien libres, puis je peux faire un autre tour de magie s'il y en a qui veulent regarder. Alors, cette fois-ci, j'ai vraiment 27 cartes. OK? Et c'est vraiment 27 cartes. Je les ai pris plus grosses pour que vous voyez mieux. Je vais rester... si la caméra peut descendre juste un petit peu ici devant moi, je pense que ça va être bon. Alors, il y a 27 cartes ici. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, ça va prendre une personne qui va choisir une carte et qui va la montrer aux autres, puis ensuite, on va la remettre dans le paquet. Donc, si quelqu'un peut venir choisir une carte, tiens, Christiane, peux-tu... Tiens, prends le paquet. Ben, prends le paquet, choisis une carte, montre-la aux gens, puis tu la remets dans le paquet. Assurez-vous de tous l'avoir, là, parce que vous allez pouvoir aider pour les manipulations. Ah ben, regarde-la. J'en ai pris 27 dans un paquet. Je ne dirais pas que c'est un paquet régulier, parce qu'il est quand même assez gros, mais... Ah, vous pouvez brasser, ça ne me dérange pas. Là. C'est pas... Regarde, alors, c'est parce que c'est à embrasser quand même, comme on a quelqu'un qui se méfie. Hein? Alors, donc, maintenant, ça me prendrait une personne qui va choisir la position à laquelle la carte va se retrouver. Donc, la position, ça doit être un nombre entre 1 et 27. Si vous dites 1 ou vous dites 27, c'est un petit peu plus plate comme tour de magie. Ça fait qu'essayer de me dire quelque chose qui finit plus dans le bout, en tout cas, entre, je ne sais pas moi. Mais pas, en tout cas, pas au début. Mais je vais la placer où vous allez me dire. 13. Vous avez dit 13? Très bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire 3 piles devant vous en vous montrant les cartes quand je le fais. Et après ça, vous allez simplement me dire dans quelle pile elle est. Je vais ramasser les piles, puis on va recommencer. Donc, vous ne dites pas là, quand vous voyez la carte. Okay? À la fin, je vais demander à tout le monde de valider. Donc, moi, je vous les montre, puis je les dépose. Moi, j'essaie de vous donner du temps à chaque fois. À un moment donné, vous allez l'avoir vu. Vous allez dire pourquoi il prend son temps, parce qu'il ne sait pas, lui. Pardon? Oui, c'est des piles de 9. Oui, absolument. Sinon ça ne marche pas. Là. Parfait. Donc, vous avez vu la carte. Parfait. Dans quel paquet était la carte? Au milieu? Tout le monde est d'accord? C'était au milieu? Parfait. Parfait.
Alors, on recommence. Mais je regarde, à la fin, là, moi, vous pouvez regarder que je ne regarde pas vraiment les cartes quand je les dépose. D'ailleurs, je vais regarder Paul. Mais là, vous regardez les cartes, par contre. Ah, Paul, ça faisait longtemps. Je ne voulais pas traîner mon chevalet de Québec. Fait que je suis obligé de tourner, c'est un petit peu plus long. Dans lequel les paquets? Milieu encore. Je vois que Paul m'observe avec attention. Parfait. Et on le fait une dernière fois. Très mathématique. Ah. On est déjà en train de résoudre le tour. C'est merveilleux. Mais vous allez le faire tout de suite après puis venir la placer où vous voulez. Hein? Il n'y a pas de problème. Parfait. Dans quel paquet? Celui-ci? Dans ce paquet-là. Et donc, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merci beaucoup.